Dans les années 1950, la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis bat son plein. L'Europe, désormais coupée en deux, est l'un des enjeux majeurs de l'affrontement planétaire entre les deux superpuissances. C'est pour éviter le risque de contagion communiste en Europe de l'Ouest que les États-Unis ont mis en œuvre le plan Marshall. Son but est d'accélérer la reconstruction économique de l'Europe, dévastée, puis d'ouvrir une ère de prospérité et de bien-être matériel, meilleur rempart de la démocratie et de l'alliance politico-militaire entre les deux rives de l'Atlantique. Un pays en particulier est visé, parce qu'il est considéré comme le maillon faible de l'Europe libre, la France. Certes, il n'y a plus de communistes au gouvernement, comme entre 1944 et 1947. Mais le PC, pourtant très stalinien, obtient encore 25% des suffrages, et nombre d'intellectuels chantent les louanges du modèle soviétique, sans oublier les gaullistes, dont l'anti-américanisme est souvent viscéral. Alors, il ne suffit pas d'envoyer en France les millions de dollars du plan Marshall et d'y stationner des soldats dans le cadre de l'OTAN. Non, il faut davantage. Conquérir les cœurs, gagner la bataille de l'opinion. C'est pourquoi le service d'information des États-Unis a réalisé des films de propagande à destination du public français pour lui montrer l'Amérique sous son meilleur jour. C'est le ministère de l'Agriculture qui, dans le cadre du plan Marshall, fut chargé de gérer le prêt gratuit de plus de 500 titres envoyés en France. Cinémathèque centrale agricole. Derrière cette porte se trouve... Entrez. Une des cinémathèques gratuites la plus importante de France. 23 ans d'existence et d'expérience, des centaines de films, des montagnes de boîtes. Dans le froissement soyeux de la pellicule qui se déroule, on vérifie, on taille, on remonte les films rentrés hier et qui ce soir peut-être repartiront pour de nouvelles missions. Bons et loyaux services, dirait le général, qui aurait à les passer en revue. Montrés à l'époque sur grand écran, ils ne sont jamais passés à la télévision. Ils ont marqué l'imaginaire de toute une génération. Ils constituent un fonds d'archives exceptionnel qui nous montre comment les Américains voulaient qu'on les regarde dans l'Europe des années 50. New York a toujours eu une place particulière dans l'imaginaire contemporain. C'est pourquoi cette mégalopole est omniprésente dans ses films. New York, le 11 septembre 1956, accueille sur le sol américain 20 parlementaires français invités sous les auspices du département d'État à visiter les États-Unis. Ce voyage aura largement contribué à établir, tant en France qu'aux États-Unis, une plus grande compréhension de la politique et des problèmes particuliers aux deux nations, tout en resserrant les liens qui les unissent dans leur but commun. Comme tant d'autres, hauts fonctionnaires, ingénieurs, chefs d'entreprise, les parlementaires prennent régulièrement le chemin des États-Unis pour s'inspirer du modèle économique et social et promouvoir l'amitié politique. Comme d'autres font le voyage en URSS, ils s'apprêtent à découvrir l'Amérique par cette ville symbole. Symbole du melting pot, car traditionnelle porte d'entrée des immigrants venus du monde entier depuis 2 siècles. Symbole de la réussite et de la force d'un pays devenu le plus puissant du monde et assumant désormais des responsabilités mondiales. New York qui fait rêver, New York patrie du libéralisme, New York modèle urbain de la société du futur, dominé par les gratte-ciel de Manhattan qui vont chatouiller les étoiles, baigné par ses rivières mythiques et éclairé par la statue de la liberté guidant les immigrants vers la nouvelle terre promise. New York qui serait aujourd'hui la meilleure garantie de la liberté des Français face à la menace soviétique. Voici le port de New York, un vaste chantier ouvert à l'activité humaine, s'étendant sur plus de 4000 km², à cheval sur les 2 États de New York et du New Jersey. Plusieurs de ces 8 baies pourraient à elles seules former un grand port. L'Union soviétique, un pays fermé, où l'on ne peut aller que sur invitation triée sur le volet par des autorités sourcilleuses. Les États-Unis, pays ouvert, terre d'accueil de tous les émigrants, et en particulier des 400 000 réfugiés politiques qui ont fui le communisme. Ici, même en période de guerre froide,
Pas question de fermer les frontières, même si la vigilance s'impose, car les soviétiques ont l'art de glisser des espions parmi les masses de ceux qui ont pris tous les risques pour traverser le rideau de fer et retrouver la liberté. Ouverts au monde, les États-Unis n'accueillent pas seulement des émigrants. Leur but est aussi d'attirer dans leurs universités les futures élites des 4 coins du monde. Ainsi pourront-elles, après un séjour dans le pays, promouvoir et défendre partout les valeurs de l'Amérique. Surplombant le fleuve Hudson, sur l'un des plus hauts points de New York, s'élève un édifice appelé Maison Internationale. Des 4 coins du monde, au début de chaque année scolaire, des jeunes gens et des jeunes filles convergent vers ces maisons internationales afin d'y demeurer pour la durée de leurs études. Ces jeunes gens et jeunes femmes de plus de 60 nationalités arrivent ici avec leurs préjugés traditionnels et leurs différences. Ils sont tous unis cependant par un même idéal, que la fraternité règne. Car dans ces murs vivent en parfaite harmonie et dans une atmosphère de compréhension mutuelle, hommes et femmes de toute race, couleur et religion, sans tenir compte des préjugés qui de tout temps ont existé parmi les peuples de la Terre. Voici une Anglaise présentant 2 Hindous à une Canadienne et à un Australien. Une Danoise présente un Coréen à un Tchécoslovaque. Et un Américain et un Japonais se serrent à nouveau la main. Des amitiés se forment, les barrières disparaissent, et une atmosphère agréable se répand dans toute la maison. As I walked out in the streets of Laredo, as I walked out in Laredo one day, spied a young cowboy all wrapped in white linen as cold as the clay. À la fin de chaque année scolaire, plus de 3000 étudiants quittent les 4 maisons internationales pour rentrer dans leur patrie. Car ces jeunes gens ont prouvé que la fraternité humaine peut être établie, car à notre époque, l'homme ne peut survivre que par la fraternité. C'est sa seule chance, il n'y en a pas d'autre. Mais si New York est la vitrine de l'Amérique et de sa civilisation urbaine, les États-Unis ont aussi leur monde rural, ces vastes territoires du Middle West, jadis colonisés par les pionniers et popularisés en France par le cinéma américain. Pour les spectateurs français de ces films, en majorité des ruraux et des habitants des petites villes, fascinés sans doute, mais effrayés peut-être par le gigantisme de New York, quelle surprise de découvrir une Amérique qui leur ressemble davantage. Une Amérique des communautés villageoises, où règne la liberté et la convivialité. Une Amérique à la portée de tous, où se côtoient, là encore, des gens venus de tous les horizons, unis dans leurs différences par le même attachement à leurs racines locales. Les États-Unis ont été créés par des hommes venus des 4 coins du monde. John Petrakos, le confiseur, se souvient encore de sa ville natale en Grèce. Johnny McGuy travaille pour le journal local. Son grand-père est venu d'Irlande. Les Hollandais sont arrivés au XVIIe siècle. Monsieur Geyer, dont les ancêtres étaient des Hollandais, est le délégué régional du ministère de l'Agriculture. Monsieur Wunderlich est venu d'Allemagne il y a plus d'un demi-siècle. Madame Antel, elle, est née dans cette ville il y a 82 ans. Cette petite ville s'appelle Madison. Elle est située dans le Middle West, au bord de l'Ohio, dans l'Indiana. Elle a été nommée d'après James Madison, 4e président des États-Unis, le père de la Constitution américaine. La Grande Rue, le cœur de toutes les villes américaines. Celle-ci date du temps des pionniers. C'était alors un tronçon de la grande voie qui allait de l'Atlantique au Pacifique. Cette rue est large. Il y a place pour l'expansion et pour l'initiative individuelle. L'endroit le plus populaire d'une petite ville américaine est le drugstore. C'est à la fois une pharmacie, un restaurant, un tabac et un magasin de produits divers.
Le soir, la Grande Rue devient le rendez-vous des fermiers et des citadins. Dimanche, jour de recueillement. Venus de tous les coins du monde, les gens ont apporté avec eux des cultes différents. Tous ces cultes ont trouvé droit de cité. Chacun est libre de choisir le chemin qu'il mènera au ciel. Au contraire de l'Union soviétique, pays du parti unique et du monolithisme, les États-Unis sont le laboratoire des libertés. Non seulement le vote est libre, mais il est aussi important au plan local qu'au niveau national. Car tous les responsables ici sont élus. Le président, bien sûr, les députés et les sénateurs, naturellement, mais aussi le juge, le shérif, les directeurs d'école. Aux États-Unis, les décisions ne viennent pas d'en haut. Elles sont prises par les citoyens. Une démocratie de participation et de proximité dont on nous vante les mérites pour séduire les Français souvent irrités par le jacobinisme parisien et l'omnipotence de l'administration. Bien que cette ville, comme des milliers d'autres, soit petite et que son nom ne soit jamais en première page des journaux, il s'y passe des choses importantes. Du moins, c'est ce que pensent ses habitants et ils ont bien raison. Aujourd'hui est un jour spécial, car il y a des élections. Pour Mme Carter et ses amis, l'élection de ceux qui vont faire partie des autorités locales et diriger les écoles est une chose importante. Tout le monde s'intéresse aux élections. Les décisions que l'on manifeste au moment du vote n'ont pas été prises à la légère. Pendant les mois précédant le jour des élections, Mme Carter et ses voisines ont travaillé comme membres de la Ligue des électrices. Elles savent que pour que leur gouvernement fonctionne bien, elles doivent s'y intéresser et travailler à son amélioration. Travailler ensemble, tel est le secret de la vie dans une communauté. Les enfants l'apprennent déjà ici. Notre amie Mary Collins se met au travail et sans le savoir, elle apprend une autre leçon d'esprit civique. Une leçon qu'elle pourra utiliser pendant toute sa vie de citoyenne. Avant longtemps, elle se mariera, aura des enfants, sera une bonne citoyenne et votera. Elle découvrira aussi les nombreuses façons dont elle pourra participer à la vie civique de sa ville. Elle pourra un jour participer plus pleinement à la vie religieuse de sa communauté. Qu'elle se voue à l'une ou l'autre de ces activités, elle agira en femme américaine intelligente et bien renseignée, consciente de son rôle dans la communauté. Et elle sera un membre responsable de la société à la fondation et au maintien de laquelle elle participe. Le point culminant de sa carrière civique sera atteint quand elle enregistrera son vote sur cette machine. Là, nul ne peut l'influencer. Elle remplira son devoir de bonne citoyenne, acceptant fièrement la responsabilité que lui a conférée la communauté. Pour souligner la vitalité de la République américaine, les films montrent très souvent la vie dynamique des partis, des associations et des clubs qui animent une démocratie de proximité. Les citoyens ne se contentent pas de choisir régulièrement des représentants. Ils constituent de nombreux groupes de pression pour représenter au quotidien des intérêts particuliers, qu'ils soient culturels, économiques ou religieux. Le spectateur français découvre l'importance d'un phénomène politique étranger à sa tradition républicaine, les lobbies, dont il pourra s'inspirer pour se faire entendre de ses élus. En Amérique, la veille de la Toussaint, appelée Halloween, les gamins espiègles se déguisent et vont jouer des tours à tout le monde. Certaines espiègleries sont inoffensives, mais d'autres le sont moins. Le lendemain, les gens du bourg viennent examiner les dégâts. Oh, ils sont tolérants, certes, mais ils voudraient bien quand même mettre un frein à ces mauvais tours. Un autre problème, plus sérieux celui-là, le danger de se noyer.
C'est dans ce but que quelques citoyens plus entreprenants eurent l'initiative d'organiser ce qu'ils dénommèrent un conseil communal. Ils cherchèrent d'abord à former un groupe plus nombreux. C'est ce groupe qui se transforma en comité temporaire en faveur d'une réunion municipale. Le premier but fut donc de préparer une réunion publique à laquelle tout le monde viendrait. Le nombre de gens qui assistèrent à la réunion surpassa tout ce qu'on avait espéré. Tout le monde vota. On compta les votes et on annonça les noms des membres du nouveau conseil. Ce comité, composé de citoyens librement élus, avait maintenant le droit de prendre les mesures nécessaires au nom de la municipalité. La création d'une plage publique où tout le monde pourrait nager sans danger était l'une des premières tâches à accomplir. Le conseil organisa pour la veille de la Toussaint une fête pour tous les enfants du village. Des jeux et des prix qui furent distribués mirent fin aux espiègleries. Le conseil fit plus. Il obligea la compagnie de chemin de fer à installer des signaux à un passage à niveau dangereux. En somme, tout ce qui a été fait par ce village peut être fait par n'importe quelle autre agglomération. Il suffit d'avoir quelques personnes ayant l'initiative nécessaire et l'appui de la population, rien d'autre. À en croire ces films, l'urbanisation dans le modèle américain n'est pas synonyme de déshumanisation et d'anonymat. Même à New York, la mégalopole aux 5 millions d'habitants, les policiers ne sont pas si différents de nos débonnaires gendarmes. S'ils maintiennent l'ordre public, c'est aussi pour permettre à la jeunesse de prendre possession d'un espace urbain où elle peut évoluer avec une relative liberté. Loin de la traque des gangsters ou de la répression, voici la police de New York au temps où, du moins, nous le dit-on, elle n'avait pas encore le blues. Grandir dans une métropole, avec ses immenses immeubles, ses foules et sa circulation, peut présenter aux enfants des problèmes déroutants. Dans les grandes villes américaines, la police, non contente de maintenir l'ordre et la sécurité publique, s'intéresse vivement à la jeunesse et l'aide de diverses façons. Inquiète de la sécurité des jeunes, la police interdit souvent une rue à la circulation, de façon à ce que les enfants puissent y jouer tout à leur aise. Mais il est encore plus important d'éviter que la jeunesse ne reste dans la rue. Et c'est pourquoi la Ligue athlétique de la police, fondée il y a 25 ans, a créé des centres où garçons et filles peuvent se rendre et se livrer à des occupations saines pour leur âge. À la Ligue athlétique de la police, ils passent des visites médicales périodiques. Les enfants apprennent vite que l'agent de police, le gardien de la paix si souvent imposant, n'est pas quelqu'un dont il faut avoir peur. En réalité, c'est un ami. Dans les villes des États-Unis se trouvent des millions d'enfants qui grandissent dans un monde où règne une activité fébrile. Avec leurs parents et leurs professeurs d'école, les agents de police sont là pour les guider et les aider. Et si les enfants que l'on a vus jouer dans les rues ont l'air si épanouis, c'est sans doute au système scolaire américain qu'ils le doivent. Là encore, le maître mot, c'est la liberté. L'élève, dans le cadre d'une pédagogie moderne, peut exprimer des choix personnels, prendre la parole, participer à la vie collective. Car pour les services d'information américains, un peuple libre se fabrique dès l'enfance, aux antipodes des jeunesses enrégimentées des régimes totalitaires d'hier, que l'Amérique a si largement contribué à vaincre. Voici de quelle façon débute l'éducation des petits écoliers urbains. Dans les classes enfantines de cette école élémentaire, on leur donne la possibilité d'exprimer les pensées et les sentiments qui commencent à germer en eux. Ils croient que c'est un nouveau jeu, mais en réalité, ils apprennent à réfléchir.
à procéder avec méthode et à communiquer leurs idées aux autres. New York compte 1 millier d'écoles que fréquentent près d'1 million d'élèves. Ce sont là des chiffres impressionnants. Mais les élèves ne sont pas considérés comme de simples éléments de statistiques. Pour l'institutrice, la classe est un groupe de petits êtres humains. Elle ne permet pas aux petits garçons sauvages de rester à l'écart. Viens t'asseoir ici, Tom. La timidité doit être vaincue et il ne faut pas permettre à l'enfant de bouder. Il finira par comprendre que ses petits camarades et lui sont tous solidaires les uns des autres. Enseigner aux petits à vivre en société est la tâche la plus importante des éducateurs. Il se guérira de sa timidité, corrigera son mauvais caractère et deviendra un enfant normal et sain. Mais comment échapper à la lancinante question de la ségrégation raciale, qui ternit l'image de l'Amérique en Europe? L'éluder serait une erreur de communication, car radio et journaux français s'en font souvent l'écho. Dire que c'est une réalité, notamment dans le Sud, serait de l'eau à porter au moulin de l'anti-américanisme si virulent dans notre pays. Alors plutôt que de dire que le combat pour les droits civiques des Noirs a commencé, que la Cour suprême a déclaré en 1954 la ségrégation dans les écoles publiques inconstitutionnelle, on nous montre ce qui est encore une exception, celle d'un quartier populaire de New York où se côtoient noirs et blancs, comme une image d'un avenir qui n'est pas allé, comme on le sait, sans de violents combats politiques. Ce jardin d'enfants, créé dans les nouveaux locaux d'habitation à bon marché du quartier Williamsburg à New York, est semblable à ceux que l'on trouve dans tous les États-Unis. Pendant que leurs parents travaillent, ces enfants ont une journée bien remplie. Leur santé, amusement et travail sont sous la surveillance de spécialistes contrôlés par le service de prévoyance sociale. Chaque enfant est nourri à midi. Quand leur situation financière le permet, les parents participent pour une petite somme. Sinon, l'école est gratuite. Et aucun enfant ne sait si ses camarades font partie de la catégorie payante ou non. Vivant dans une Europe détruite par la Seconde Guerre mondiale, les spectateurs français sont subjugués par de nombreuses séquences qui vantent la puissance industrielle américaine. En 1953, avec seulement 6% de la population mondiale, les États-Unis produisent la moitié des produits manufacturés de la planète. Les 50 États qui composent le pays offrent des ressources énergétiques et des richesses naturelles qui semblent à l'époque inépuisables. Grâce à sa mécanisation fulgurante, l'Amérique prend une avance sur tous ses alliés et concurrents. Elle invente une société de production de masse. Il y a un siècle seulement, l'homme n'avait à sa disposition pour tout instrument de travail que ses mains et quelques simples outils. Nous entrons aujourd'hui dans une nouvelle époque où presque toutes les méthodes de travail d'antan ont été radicalement transformées. Les richesses agricoles, par exemple, peuvent être exploitées par bien moins de personnes qu'autrefois, permettant ainsi à bien des hommes et des femmes d'aller travailler en usine. Chaque nouvelle machine mise en service agrandit le pouvoir miraculeux de l'homme. Et aujourd'hui, l'on compte en jours et en semaines le temps nécessaire à des travaux que l'on estimait autrefois en semaines ou même en mois. Des artisans et des ouvriers aux métiers inconnus hier ont été créés, instruits, spécialisés. Ils sont les hommes du XXe siècle, maîtres de la machine.
Des équipes d'hommes aux connaissances et aux talents divers travaillent en harmonie pour produire davantage de marchandises. Marchandises que chacun de nous doit avoir la possibilité d'acheter. L'une des sources de l'anti-américanisme français, depuis les années 20, est la dénonciation de la taylorisation, de la standardisation, du travail à la chaîne. Et bien sûr, les spectateurs ont vu et apprécié Les Temps modernes, le chef-d'œuvre de Chaplin, sorti en 1936. 1936, le temps du Front populaire, ce moment mythique d'un monde ouvrier qui était aussi en révolte contre l'univers de l'usine, la mécanisation, l'aliénation du travail. De même, le Parti communiste et la CGT ne cessent dans les années 1950 de vanter le prolétaire soviétique, l'homme auquel l'URSS permet de s'épanouir dans le travail. Alors il fallait opposer un contre-modèle. La mécanisation, c'est la clé de la croissance. Et la croissance, la clé de la société de consommation, Eldorado fascinant pour des Français encore marqués par les rutabagas, les cartes d'alimentation, le marché noir, les tickets de rationnement, et qui sont encore au temps du garde-manger, quand on leur montre le pays des frigidaires et de la congélation. La société de consommation s'est aussi construite grâce à la mise en place d'une agriculture industrielle. Elle est totalement intégrée à l'économie de marché et occupe seulement 7% des Américains en 1962. À la même date, 19% des Français travaillent encore pour l'agriculture. Mais les auteurs des films veulent rassurer les paysans de France car ils veulent exporter leur modèle de production, celui d'un paysan américain devenu un chef d'entreprise qui ne perd pas pour autant ses racines et reste attaché à la terre. À un moment où le gouvernement français pousse à la mécanisation des cultures, il n'est pas inutile de montrer que la modernité ne tue pas les traditions. « 6 heures du matin en mai, à New York City. Alors que la majorité de la ville est encore endormie, certains sont déjà au travail. Ce jeune maraîcher de 23 ans, Herman Molenoff, vient de vendre un chargement à un acheteur et après avoir enregistré la transaction, il s'apprête à retourner à la ferme. Herman profite avec plaisir de l'air frais du port. Il pense en lui-même, la ville est un endroit bien agréable pour les autres. Quant à moi, laissez-moi la terre. La ferme fut établie en 1911 par son grand-père. Réalisant l'importance des graines d'hiver comme de celles d'été, la famille construisit des serres pour la culture des fleurs pendant que la terre était gelée. La grand-mère Molenoff est propriétaire de la ferme qui est dirigée par ses 4 fils et son petit-fils. Les 4 frères se réunissent tôt chaque matin pour discuter des plans de la journée. Tous ont voix au chapitre quant aux décisions à prendre. Grâce à leurs serres, les Molenoff réussissent généralement à récolter leurs produits quelques semaines avant la plupart de leurs voisins et ils s'assurent non seulement une, mais 2 récoltes de légumes en été. Les Molenoff sont fiers d'être fermiers et tandis que leurs enfants grandissent, eux aussi apprennent à apprécier la vie de fermier. Beaucoup d'entre eux l'adopteront, non pas qu'ils s'y soient contraints, mais parce que comme leurs parents, ils auront fait librement leur choix, heureux de vivre près de la terre, éternelle source de vie. Dans la société d'abondance, telle qu'elle est vantée ici, chacun peut cueillir les fruits de son travail et peut se mettre à son compte grâce à la liberté d'entreprendre. L'ascension sociale est à portée de main. Le self-made man, l'homme qui s'est fait tout seul, est le modèle à suivre. Il fait partie du mythe américain depuis les origines. Il est aussi devenu le credo des gouvernants de la 4e République. Tout le monde ne voit pas New York de la même façon. Il y en a qui ont le nez en l'air, d'autres regardent le trottoir. Moi, je vois les fenêtres, des centaines de fenêtres, des milliers, des millions de fenêtres. Une ville magnifique comme New York, une ville d'une taille aussi gigantesque,
Ça ne se conçoit pas avec des fenêtres qui ont l'air sales. C'est moi qui lave les carreaux, perché depuis 20 ans tout au bord des gratte-ciel. Voilà où je travaille, à l'Empire State. Venez, vous allez voir comment on opère. Vous accrochez votre ceinture de sûreté par un bout, vous sortez sur le rebord, vous accrochez l'autre bout, et voilà, le trottoir est à 93 étages au-dessous de vos talons. Je n'ai pas toujours travaillé à des hauteurs pareilles. J'ai commencé au rez-de-chaussée, comme mon copain Stanley, que voici. On lave les glaces des vitrines sur la 5e avenue. C'est comme ça qu'on apprend. Une école pour laveur de carreaux, ça n'existe pas. Et pas d'apprentissage. On s'inscrit au syndicat et on n'a plus qu'à se laisser aller. Qu'est-ce qui m'a poussé à devenir laveur de carreaux? J'en sais rien. Faut croire que je suis un peu timbré, comme dit ma bourgeoise. Je me souviens d'un client qui m'a dit un jour, « Mon cher ami, vous faites partie du décor de l'Amérique au même titre que les gratte-ciel eux-mêmes. » Je vous jure qu'en entendant ça, j'ai failli dégringoler. Tout ce que je sais, c'est que je suis un gars indépendant. Laver les carreaux d'un gratte-ciel, c'est quelque chose comme une profession libérale. On est établi à son compte. C'est sans doute pour ça que ça me plaît. J'ai fait 100 fenêtres dans ma journée. Avouez qu'elles n'ont pas l'air mal, pas vrai? L'électorat féminin est dans les années 1950 en France un enjeu très important. Le droit de vote ne leur a été accordé qu'en 1945, mais leur participation électorale est forte. Est-ce à dire pour autant qu'elles soient satisfaites de leurs conditions? Non, car elles vivent encore à l'heure du foyer. Elles aspirent à jouer un autre rôle dans la société, devenir des femmes actives, libérées des tâches ménagères et du poids des maternités à répétition. Alors, quel meilleur moyen de rallier les femmes à l'Amérique que de leur montrer combien, dans ce pays, la condition féminine est très en avance sur la leur. Des femmes qui concilient travail et famille, qui bénéficient de l'aide des appareils ménagers, qui conduisent leur voiture, des femmes épanouies dans un univers confortable. Décidément, qu'y a-t-il de mieux que l'American Way of Life? « 5 heures. Pour la plupart des Américains, la journée de travail s'achève. 17 millions de femmes parmi ces travailleurs. Une de ces ouvrières, Hazel Kennedy. Quand 5 heures sonnent à la fabrique, ce n'est pas pour elle la fin de la journée. C'est l'instant qui marque le partage des heures de travail et de l'activité personnelle. Hazel a dépassé la trentaine. Elle est mariée, elle a 2 enfants et c'est une habile ouvrière. Après son mariage, elle a continué de travailler pour augmenter les ressources familiales. Hazel, conduisant sa voiture, a déjà fait son marché pour le repas du soir. De la fabrique à la maison, 16 km. Tous les soirs, au retour, elle passe prendre son mari à la fabrique, où il est contremaître et chef mécanicien. Les Kennedy forment une famille, un foyer. Hazel et Ed ont fait des sacrifices. Ils ont économisé pour devenir propriétaires de leur maison, qui n'est pas grande, mais assez neuve et située dans un voisinage agréable à 2 pas d'une bonne école. Ed Kennedy gagne bien sa vie, mais il eût quand même été au-dessus de ses moyens d'acquérir cette jolie et confortable demeure. Le salaire de Hazel a permis de le faire. Mais elle a d'autres raisons de prendre un emploi régulier. Les Kennedy veulent assurer à leurs enfants une existence plus libre que la leur. Il faut qu'ils puissent aller à l'université, s'y préparer aux carrières de leur choix. Les Kennedy ne cessent pas de travailler à 5 heures. Il faut préparer le dîner et Ed doit procéder aux réparations nécessaires dans le ménage. Au foyer de l'Américain moyen, il n'y a pas de domestique. Et la femme n'est pas non plus une servante. Il faut que chacun se rende utile. Chez les Kennedy, la radio joue en sourdine, les 2 enfants sont couchés. Une paisible atmosphère pénètre dans leur salon. Hazel, tout en mettant à jour le raccommodage familial, échange avec son mari les nouvelles du voisinage, les potins de l'atelier. Projet d'avenir, grands espoirs d'une bonne famille. La plupart des femmes américaines qui travaillent ont grand soin de leur apparence personnelle. Les courses à l'heure du déjeuner sont souvent nécessaires et agréables. Elles représentent une des bases fondamentales de l'économie américaine, la femme producteur et consommateur. Des transactions de ce genre favorisent la situation de l'une et de l'autre
et contribuent à l'équilibre général. Chacune de ces femmes, avec une préparation convenable, pourrait obtenir un des 17 millions d'emplois offerts dans 1000 domaines divers aux femmes américaines. Chacune d'elles est fière de travailler, de prouver qu'elle occupe sa place légitime aux côtés des hommes et qu'avec eux, elle donnera sa splendeur au monde de demain. Dans l'Amérique du plein emploi, grâce aux progrès techniques et scientifiques, 10 ans d'espérance de vie sont gagnés entre 1940 et 1960. Les retraités constituent désormais un nouveau groupe social qui consomme. Le troisième âge invente un nouvel art de vivre. Mais comment financer les retraites? Des deux côtés de l'Atlantique, les solutions sont différentes. Les États-Unis adoptent les fonds de pension et la retraite par capitalisation, alors que la France a choisi un système par répartition basé sur les cotisations et qui ne donne droit qu'à 40% du salaire après 65 ans. Pour les Américains, les Français n'auraient qu'une sorte de minimum vital bien éloigné de l'aisance de la capitalisation à l'américaine. Voici le portrait d'un homme heureux. Il s'appelle Walter Clement. Il a 60 ans et est retraité après avoir travaillé 30 ans comme ouvrier métallurgiste. Walter Clement et sa femme vivent dans une communauté d'un caractère unique située dans les collines de Californie. En effet, cette communauté est constituée presque entièrement de gens qui, comme les Clements, sont à la retraite après avoir travaillé de nombreuses années dans diverses industries. Ce couple est à même de mener cette vie agréable grâce à un plan de pension qui est actuellement en vigueur dans de nombreuses industries. Alors qu'il travaillait, Walter avait fait chaque mois de modestes versements à ce fonds de pension. Et maintenant, cet argent lui est remboursé avec intérêt lorsqu'il reçoit régulièrement son chèque mensuel. Et c'est ainsi que s'est formée cette communauté d'ouvriers. Ils ont tous une modeste retraite qu'ils ont gagnée par leur propre travail et leurs propres économies. Ainsi, ils peuvent mener une vie indépendante et goûter dans leur vieil âge les fruits de leur labeur. La société des loisirs. Un paradis inaccessible pour ceux qui travaillent la terre, sans grands moyens mécaniques, et dont la vie reste soumise aux exigences de la nature. Et que dire des salariés de l'industrie? Certes, 1936 leur a apporté les congés payés et la semaine de 40 heures, mais en ces temps de reconstruction et d'inflation, l'heure est à se retrousser les manches plutôt qu'à se la couler douce. Quant au modèle soviétique, on sait qu'il valorise davantage le stakhanovisme que le temps libre, l'exploit de quelques-uns plus que la participation de tous. Raison supplémentaire pour leur faire découvrir un tout autre univers. Le ski nautique est un sport où les jeunes peuvent donner libre cours à leurs énergies, alliant la vitesse à la grâce dans un éclaboussement de soleil et d'eau. Pour les experts, il y a des concours de sauts qui se déroulent sous l'œil attentif des juges arbitres. Le record du monde est actuellement un saut d'une longueur de 38 mètres. La longueur des skis varie selon les goûts. Certains n'en portent même pas du tout et glissent nu-pieds sur l'eau. Et ce n'est rien à côté des acrobaties auxquelles se livrent certains experts. On ne voit pas très bien comment on pourrait faire mieux. Pour égayer l'atmosphère, un trio de clowns se lance dans de dangereuses variations à travers les vagues. Et voici un brillant final, après quoi la scène se termine avec brio. Même si aux États-Unis, le temps libre est limité, les Américains n'ont qu'une semaine de vacances par an,
Ces films montrent que les sports initialement les plus chers et les plus élitistes sont désormais accessibles aux classes moyennes. Il faut séduire les Européens, les encourager à construire des infrastructures sportives et à consommer du matériel made in USA. Voici le pavillon d'un terrain de golf public. Il en existe de semblables dans presque toutes les villes américaines et c'est un des endroits les plus populaires où l'on va passer une belle journée. Tout le monde peut jouer au golf. Au cours d'une partie, le joueur fait à peu près 3 km à pied. Mais à part ça, il n'y a pas de gros efforts à fournir. Comme l'adresse compte plus que la force, une femme peut jouer sur un pied d'égalité avec son mari et même le battre. Voici une partie à 4, par exemple. Johnny Garagiola vend des chaussures dans un magasin de la ville. Karl Müller conduit un camion pour une aciérie. Ed Wilson, lui, vend des assurances. Et Brian McCafferty est machiniste. Ces hommes se sont rencontrés par hasard au golf il y a 3 ans. Depuis, devenus copains, ils jouent toujours ensemble. Pour des millions d'ouvriers, d'employés de bureau, de docteurs et d'avocats, de jeunes et de vieux, le terrain de golf public restera le lieu favori où passer une belle après-midi. Dans la compétition entre l'Union soviétique et les États-Unis, les médailles obtenues aux Jeux olympiques, les records du monde battus, la popularité des athlètes jouent un rôle aussi important que les victoires militaires ou les succès économiques. Le sport est donc un élément clé de la bataille de communication que se livrent les deux géants. Mais pour les Américains, le sport est aussi une valeur en soi, car il exalte la performance individuelle, qui est une des clés de la réussite américaine. Voici un sport populaire en Amérique. Ce sport délasse et entraîne près de 20 millions d'Américains. Dans certaines villes, la proportion d'adeptes féminines est de l'ordre de 40%. Et il arrive souvent que les femmes sont aussi à droite ou plus que les hommes. Les jeunes étudiants s'intéressent de plus en plus à ce sport et organisent des équipes avec leurs amis et camarades. Ils s'adonnent à un sport qui est à la fois sain et récréatif. Les docteurs recommandent ce sport et vantent ses effets sur les muscles et sur les nerfs. D'ailleurs, quelques-uns de ces médecins suivent leur propre ordonnance. Nous avons peut-être ici le champion de demain. Le fait que les services d'information américains aient mis à disposition de la France, dans le cadre du plan Marshall, les films et les appareils de projection pour les montrer dans les salles de cinéma, témoigne de ce que la guerre froide est aussi une guerre de communication. Déjà, le cinéma hollywoodien envahit nos écrans. Mais les images peuvent devenir une arme encore plus redoutable si elles entrent dans chaque foyer. Et dans ce domaine, les Américains possèdent l'arme fatale, la télévision. 81% des foyers en sont déjà équipés. Seulement 5% en France. Demain, la culture de masse universelle qui se fabrique déjà là-bas va envahir le monde. Et aucune Bastille ne pourra y résister. 40 ans plus tard, c'est beaucoup grâce aux images venues de l'Ouest que tombera le mur de Berlin et avec lui le communisme. Du sommet des grands immeubles s'élancent les antennes d'émission dont les millions d'impulsions électriques par seconde dirigent un courant d'électrons jusqu'aux écrans de télévision lointains. Des grands immeubles de rapport au camp de tourisme, la télévision fait maintenant partie de la vie quotidienne de la plupart des Américains, qu'ils habitent à la ville ou à la campagne. 2 millions de récepteurs sont construits chaque année. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'être dans les tribunes pour voir et entendre un match dans ses moindres détails. Le baseball, le sport national américain,
dont la saison dure 6 mois de l'année, a d'innombrables adeptes à la télévision. Les techniciens de la télévision ont perfectionné les yeux et les oreilles, qui permettent aux amateurs lointains de suivre ce qui se passe à l'instant même. De plusieurs points d'observation, toute la rencontre, telle qu'elle se déroule, est instantanément transmise à des milliers de foyers. Confortablement installée dans le salon, une famille entière peut voir chaque épisode palpitant au moment même où il a lieu. Pour le service d'information des États-Unis, la liberté de déplacement fait partie du mode de vie américain, ce qui n'est pas le cas dans les pays du bloc soviétique. Avec du temps libre et des moyens financiers, le tourisme de luxe transforme l'Amérique en un gigantesque parc naturel. Mais surtout, alors que les réseaux ferroviaires européens, détruits pendant la guerre, en sont encore au train à vapeur, c'est une autre façon de voyager que l'on nous montre ici. Encore le rêve américain. Les nouveaux trains diesel sont capables de rouler à plus de 160 km à l'heure, quoiqu'ils atteignent rarement cette vitesse. Des wagons à double étage, climatisés et à grande visibilité, rendent ce nouveau matériel roulant très attrayant pour les touristes. À bord de certains trains, les passagers ont même le radiotéléphone à leur disposition. C'est de l'étage supérieur que le panorama peut être admiré dans les meilleures conditions. Loisirs et technologie se conjuguent ici pour porter le rêve américain encore plus haut. Aussi haut que New York, la Rome des temps modernes, la ville phare des Américains, fascinés par leur propre modèle. La famille Lawrence habite dans le Middle West. Madame Lawrence a gagné un concours dont le premier prix est un voyage à New York pour toute la famille. Ce désir se réalise déjà le matin du grand jour. Monsieur Allen a bien fait les choses. Une camionnette se range aux côtés de l'avion dès que celui-ci s'est immobilisé. Et la famille Lawrence se lance dans cette grande aventure. La visite de cette moderne Bagdad-sur-Mer qu'est la ville de New York. La meilleure manière de commencer une excursion dans la grande ville est de monter à bord d'un des autobus à Impérial qui remonte la 5e avenue, le coin de la 5e avenue et de la 42e rue, l'un des carrefours les plus grouillants d'activité du monde. Quoiqu'il soit encore à près d'1 kilomètre, l'Empire State Building domine toute la métropole et la famille Lawrence est obligée de renverser la tête en arrière pour en apercevoir le sommet. Voici où commence l'Empire State Building. Oui, il naît ici, puis il monte de plus en plus haut, pour devenir le plus grand édifice qui a jamais été érigé par l'homme. L'immeuble géant occupe une superficie de 8000 mètres carrés, à 102 étages, et peut abriter 80 000 personnes. Prenons nos billets pour le ciel. Et dans quelques instants, nous partirons pour le sommet de cette immense structure, faite de 60 000 tonnes d'acier et de 10 millions de briques. L'observatoire est entouré d'une terrasse à ciel ouvert. Voici quelqu'un qui a l'intention de faire des affaires. Papa, rectifie ta cravate. Junior, ajuste ta veste et ton col. Voilà New York, la plus grande ville du monde, vue du haut du plus grand immeuble du monde. Il était une fois l'Amérique, un pays moderne, entré dans la société de consommation et la civilisation des loisirs et des médias, un pays de liberté politique et de bien-être social, où la démocratie règle pacifiquement les conflits et permet l'épanouissement individuel. Une Amérique de rêve, épurée de ses violences, de ses contradictions, de son matérialisme. Une Amérique qui a libéré l'Europe avec le sang de ses soldats, qu'elle est prête à verser à nouveau pour la protéger du communisme. Mais surtout, une Amérique qui est un paradis sur Terre, accessible à tous, pourvu que l'on adopte son modèle. Ainsi, dans les campagnes françaises, séance après séance, l'image d'une Amérique championne du progrès et du bonheur social s'est imposée. L'influence soviétique progressivement contrée,
la France du début des années 60 était définitivement amarrée à l'Alliance atlantique.